djihadistes financés et armés par l'OTAN pour déstabiliser des États africains. Mais ça va recommencer. Moi, je vous dis que là, dans un avenir proche, et que Dieu nous en préserve, vous allez avoir des déstabilisations en Tunisie, en Algérie, au Maroc, dans des États africains, parce qu'ils vont remettre une pièce pour que ces États-là empêchent la proximité entre la Russie. Donc, ça, c'était le premier aspect que je voulais soulever avec vous. Le deuxième aspect qui est très important, il y a une phrase d'un homme que j'aime beaucoup qui s'appelle William Cobbett, qui parlait du système de la Banque d'Angleterre, puisque le système de la Banque d'Angleterre, qui a été créé en 1694. Bon, il a été conçu dès l'origine, et il le disait, et c'est là où vous voyez la marque des mondialistes financiers sur un État, parce que ce sont des vampires, ils viennent, ils prennent les meilleurs morceaux, qu'ils privatisent, et qu'est-ce que disait William Cobbett à l'époque ? La famine au sein de l'abondance. Et bien regardez ce qui se passe en France. Ah bah oui, on a attendu cette phrase-là. Aujourd'hui, en France, vous avez 9 millions de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire. Oui, c'est ça. On est la 3e puissance économique d'Europe, la 7e puissance économique mondiale, et des gens crèvent de faim. Les étudiants font la queue, même à Paris, Ils mangent dans pour les manger. poubelles, n'oublie pas. Ils vont chercher Oui, mais là, on parle de 9 millions de personnes. 12 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté. Et ça, bien sûr, est-ce que vous avez entendu l'opposition en parler ? Non. Est-ce que vous avez entendu notre classe politique aujourd'hui, c'est l'immigration, c'est là un député, alors on ressort une phrase, retourne en Afrique et autres, c'est que des fausses polémiques. Oui, mais c'est des fausses, c'est pas la diversion. Mais attendez, allez plus loin. La diversion ne sert qu'à la subversion. Et ceux qui sont à l'origine de la subversion, ce sont les mondialistes financiers. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et aujourd'hui, nous, en France, nous sommes une chance incroyable pour que demain la France retrouve sa puissance, retrouve, son rang, retrouve, j'ai presque envie de dire, soyons un peu poètes, son harmonie. Parce que, effectivement, il y a eu le phénomène Zemmour. Et le phénomène Zemmour, il n'a pas dit que des conneries, Zemmour. Attention. Mais moi, où je m'en veux beaucoup à Zemmour, c'est qu'il a été dans une logique de fracture. Oui, c'est ça. Nous, l'Alliance pour la France, nous serons dans une logique de fraternité. Il y aura des choses qui doivent être dites. Il y a des choses pour nous permettre d'avancer. Mais je veux que chacun porte en lui ce courage et cette force. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous coupez des jeunes d'aujourd'hui de leur histoire, comment ça se fait qu'on ne dit pas et qu'on n'insiste pas, que cette gauche racialiste n'insiste pas pour dire que leurs grands-parents portaient des armes ? Parce que c'est cette même gauche racialiste qui, lorsqu'elle a été au pouvoir, rappelez-vous bien, s'est arrangée pour geler les pensions aux Algériens, Marocains, Africains, qui avaient combattu pour la France. Je suis au courant de ça, les Maliens, les Sénégalais. Moi, je vais vous dire un fait. Mon oncle, qui est mort en 1989, il n'y en a que 2 qui sont revenus de 39-45, je me rappelle à l'époque, j'avais monté tout un dossier pour ma tante, et je lui avais demandé quelle était la pension qu'il percevait de la France en tant qu'ancien combattant. Et il avait appartenu à l'unité la plus décorée de l'infanterie française, qui était l'unité du général Augustin. D'accord ? Quand j'ai vu que c'était, donc on était avant l'euro, si mes souvenirs sont bons, je vois qu'on était à peu près à l'ordre de 80 francs. C'est-à-dire que, je me rappelle, j'avais écrit à l'époque au préfet du Jura, en me demandant si c'était le prix d'une balle. Et je peux vous dire que j'ai eu un coup de fil de la secrétaire du préfet qui m'a demandé de venir voir le préfet parce que je demandais à être reçu. Et j'ai posé sur son bureau, je me rappelle à l'époque, les diplômes, les actes de reconnaissance de faits de guerre, en disant mais comment et comment voulez-vous qu'après, et c'est là où j'ai compris la malignité, ces gens-là ils ont 2-3 coups d'avance sur nous, ils sont très malins, il faut arrêter de dire qu'ils sont bêtes, parce qu'ils attendent que ça, c'est que vous croyez qu'ils sont bêtes, ils sont pervers, ils sont intelligents dans la perversité, et ils savent comment nous amener à l'abattoir. Il faut sortir de là.
et rappeler des faits historiques authentiques. Et quand vous dites à un jeune aujourd'hui qui a la haine contre la France et les Français, vous dites mais attends, celui qui a mis ça dans ta tête, il ne rêve que de ça parce que nous, on est passé par là avant toi. On a voulu, se disant, libéraliser notre discours. On a tous été des laïcs dans l'âme, entre guillemets, qui consistait à séparer le domaine religieux du domaine public. D'ailleurs, on l'a tous fait. Vous prenez n'importe qui de ma génération, il ne lui viendra jamais à l'idée de faire une revendication publique religieuse. On a toujours séparé, et croyez-moi, s'il y a bien un exemple en France dans le comportement, c'est bien les musulmans qu'on essaie d'ostraciser, parce qu'à chaque fois, ils ont été dignes. C'est la salate à la mosquée ou à la maison, mais j'ai jamais vu un mec qui a pris un bout de carton et qui l'a posé comme ça en pleine rue pour dire c'est l'heure de la salade, je le fais là. Tout ça, c'est mis en place par la même gauche racialiste qui a la haine de ce que l'on est, parce que nous sommes porteurs aussi d'une dimension cosmique. Je vous renvoie aux écrits de Pierre Hillard. Pierre Hillard, il dit quoi? En fin de compte, les prochains qui seront attaqués dans les prochaines décennies, ce sont les porteurs de foi. Et c'est vrai qu'en majorité, il avait parlé des musulmans, parce qu'effectivement, vous savez comme moi qu'il n'y a pas de clergé dans l'islam, et que vous avez la chance d'avoir un lien direct avec Dieu, sans intermédiaire. Eh bien, c'est inconcevable pour les mondialistes financiers, où tout se monnaie, où tout s'achète, où tout est matière. Là, ils ont affaire à quelqu'un, une femme ou un homme, qui est en train de dire, non, mais il y a une dimension supérieure. Et c'est quand même quelque chose de phénoménal. Moi, je vais vous dire une chose vous allez tomber des nues. Quand j'ai commencé à me battre contre la pédocriminalité, c'est-à-dire pour la protection de l'enfance, j'ai eu la chance, ça a été rapporté publiquement, de rencontrer des personnalités de premier plan. Et en l'occurrence, Ivanka Trump, qui était à l'époque conseillère du président des États-Unis. Bon, j'ai eu la chance d'être en contact avec elle. Et elle avait mis tout en place un travail, aux États-Unis ils appellent ça la lutte contre le trafic humain, ce qui englobe tout, le trafic d'organes, la pédocriminalité, GPA, GMA, enfin bon bref. De la gauche racialiste. Quand j'ai parlé avec des émissaires américains de premier plan, quand j'ai parlé avec des émissaires russes de premier plan, quand j'ai parlé avec des émissaires de ces pays, enfin de ces grandes puissances. Ils avaient pour livre de chevet, parce que quand je leur parlais, mais monsieur à la table, nous on est persuadés que le prochain président sera musulman. Je tombais des nues. Qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai écrit un article comme ça. Il faut absolument que je relise tous vos articles, Félicité, parce que là, il ne faut pas nous mettre dans le secret. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit un article il y a 10 ans. Et vous savez pourquoi? Tu as lu mon article, ils s'étaient tous basés sur le livre de... Voilà, et c'était basé sur le livre de Michel Houellebecq. En 2050. Bon. Oui. Alors, il s'était basé sur le livre de Michel Houellebecq. Oui. Alors, dans le livre de Michel Houellebecq, qui s'appelait Soumission, oui. il invitait... Houellebecq, dans le cadre d'une projection, c'est quelqu'un qui s'est rarement trompé en termes de projection. Oui. Il disait, Houellebecq dans son livre, d'ailleurs déjà La carte et le territoire, il avait dit, vous savez, la France plus tard finira par être un hôtel pour riches touristes chinois. D'ailleurs, il a tellement cru qu'il s'est lui-même marié qu'une chinoise. Et il a sorti un bouquin, bizarrement, qui a été attaqué par plein de gens, et surtout la gauche. La gauche l'a attaqué. En disant même qu'il a fait le plagiat. Non, parce qu'il a fait un bouquin, il dit, mais en fin de compte, alors que Houellebecq, il a quand même un fond chrétien, il y a des gens qui l'aiment, qui l'aiment pas, il a fait amende honorable par rapport aux propos qu'il avait tenus sur les musulmans lorsqu'il avait insulté le Coran. Et depuis, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne parle pas ça? Il sort sa phrase comme ça, qui est récupérée par la droite extrême. Je ne dis pas l'extrême droite, la droite extrême. Donc, et se retrouve au tribunal, poursuivi par, à l'époque, les avocats d'associations musulmanes, dont la mosquée de Paris, quand elle faisait encore son travail. Et qu'est-ce qui s'est passé? Houellebecq, entre-temps, il lit le Coran. Il va faire 2 interviews, un avec Antoine Decaune et un autre avec Patrice Cohen.
bizarrement il ne sera plus invité après, où il dit, parce que les deux lui posent la question, il dit mais bon, votre phrase par rapport à l'islam, par rapport au Coran et tout, à l'époque toute la classe politique l'a soutenu, rappelez-vous, parce qu'il était très people. Il dit, vous savez, j'ai lu le Coran et j'ai compris une chose, c'est que quelqu'un qui est amené à faire des actes terroristes au nom de l'islam, il n'a pas lu le Coran. Et c'était tellement puissant de la part de Houellebecq, et ces deux phrases, vous les retrouvez, je crois, sur la page Wikipédia de Houellebecq, que les autres n'ont pas voulu l'inviter, parce que s'il avait dit ça sur un média mainstream important, vous imaginez bien que tous ceux qui avaient lu Houellebecq auraient commencé à se dire, mais est-ce qu'on nous dit la vérité sur ce livre saint prêché par plus d'1 milliard de personnes dans le monde, tout allait s'effondrer. Et je vous rappelle parce que l'Indonésie, c'est le plus grand pays musulman du monde. 250 millions de personnes. Et rappelez-vous ce qu'a fait Poutine récemment. Poutine récemment, dans un discours très fort, puisque dès les attentats, après les attentats du 11 septembre, Poutine, dès 2001, dit « Il faut impérativement créer », et d'ailleurs il y aura un synode dans ce sens-là par les chrétiens orthodoxes, de rapprochement avec les musulmans. Il s'avère que je suis ami personnel et des plus hautes autorités orthodoxes, et russes, et dans d'autres pays orthodoxes, mais aussi des plus hauts responsables musulmans, parce que l'actuel patron, entre guillemets, le plus haut responsable, d'ailleurs je le cite dans mon bouquin, qui est Guénoudine, Cheikh Guénoudine, est un ami personnel. Bon. Ah oui. Bon, oui, j'ai son portable, bref. Donc je le cite dans le bouquin, où il dit, dans son livre, je cite, il dit, mais tous les musulmans du monde sont avec Poutine. Guénoudine. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que fait Poutine ? Il fait un discours en disant, mais attendez, suite à ce qui avait été fait en France, mais je ne comprends pas que, d'un seul coup, dans votre tête, vous ayez à vous prendre un prophète, qui est le prophète Mohammed, sur lui, et il dit, mais qu'est-ce qui passe par votre tête ? Et il le dit publiquement. Et ce qui est quand même incroyable, et j'ai pas mis le dessin ici par pudeur, en France, Macron va jusqu'à chez El Jazeera pour dire la France est un état de liberté d'expression. C'est le même Macron qui va poursuivre l'afficheur toulonnais parce qu'il va le mettre en affiche avec une sorte de brassard qui n'est pas nazi mais qui ressemble, où c'est marqué LERM en rouge avec fond noir. Et il va faire poursuivre ce gars-là, il va être condamné. Il va être condamné. Les yeux écarquillés. Il va être condamné. J'avais les yeux écarquillés. Il va être condamné à la somme la plus importante qui puisse être réclamée à un caricaturiste, c'est-à-dire, je crois, la somme de 10 000 €. Et ça a été un procès exécutif tel qu'il a pu exister dans les plus grandes dictatures. Et c'est le même Macron. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a la fracture, elle est là. La fracture est Donc là. c'est pourquoi nous, musulmans, mais français d'abord, dans le sens, entendez bien, dans le sens, je parle sur le plan sociologique et politique. Personne ne m'enlèvera ma foi islamique et ma croyance en Dieu. Et mon rapprochement fort, comme le font tous les musulmans avec nos frères chrétiens. Parce que moi je crois à l'alliance islamo-chrétienne, je crois que c'est quelque chose qui va fondamentalement changer la figure du monde, et ça a déjà lieu en Russie et même aux États-Unis. Et je dis une chose, c'est que quand vous rappelez aux Français que nous, musulmans, la figure de Marie est d'une importance capitale, c'est la seule femme dont une sourate porte le nom. Même les femmes du prophète, salut bien sûr sur lui, et qu'Allah les agrée, n'ont pas eu ce privilège auprès de Dieu. Pour nous, musulmans, nous reconnaissons l'Immaculée Conception. Oui, parce que... Et c'est d'un point fort avec Myriam, c'est chrétien. Que Jésus, il est pour nous un prophète, et pas n'importe lequel, le prophète Aïssa, qui aura cette charge d'une hauteur spirituelle sans nom, qui consistera à venir à la fin pour tuer le Dajjal, l'Antéchrist. C'est-à-dire que cette proximité, cette puissance cosmique qui existe dans cette réalité des textes, et qu'aujourd'hui il est mainstream, qu'aujourd'hui certains courants idéologiques nauséabonds, qui sont sur tous les plateaux télé, d'ailleurs, qui à chaque fois qu'il faut parler d'islam, il n'y a jamais un musulman invité. C'est quand même assez inédit. On est le seul pays au monde où j'ai bientôt 50 ans,
Depuis que je suis gamin, les gens qui viennent parler de l'islam, c'est pour ostraciser l'islam, et il n'y a pas un musulman sur le plateau. Et puis quand il est choisi, on se rend compte qu'après, vous finissez par le rencontrer. Le mec, c'est un ivrogne, il bouffe de tout, et t'as des gens qui disent, mais il est musulman. Mais je dis, mais non, un musulman, ça renvoie à une pratique. Le mec, il est arabe, il est berbère, il est indien, il est pakistanais, il est ce que vous voulez. Mais Il est français. il est français, mais l'islam renvoie à une pratique. Et cette alliance islamo-chrétienne que Poutine a appelée publiquement de ses vœux. Et nous, on a aujourd'hui en France un président de la République qui est dans la déchéance la plus totale et la plus permissive, pour ne pas dire perverse, qui consiste à balayer d'un revers de la main jusqu'aux lois les plus naturelles. Parce que ça passe en catimini à l'Assemblée, mais si vous aviez à regarder ce qui se passe sur le plan de la biologie et de l'éthique, Bien sûr. on est quand même un pays On est là en train de qui a voter permis- des lois qui a bizarrement. permis des croisements biologiques qui sont plus qu'inquiétants parce que on va être probablement un des premiers pays qui va fêter la naissance de Frankenstein. Mais cela étant, les musulmans ne veulent pas de ça. Et les Français ne veulent pas de ça. Et aujourd'hui, vous avez, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des gens habilités sûreté de l'État au sein de la DGSI qui veulent créer une guerre civile, qui ont été mis en place à l'époque par Valls et par Hollande. Alors, s'il vous plaît, il faut comprendre que la France, nous allons la faire. Parce qu'on n'a plus rien à attendre de ces Et gens-là. par rapport à ça, je veux rebondir à une question que je voulais effectivement vous poser. Est-ce que la France sera au rendez-vous des changements en cours? Et pour rebondir aussi à ton argumentaire, comment expliquez-vous le dualisme entre le bien et le mal? Quelle est ta vision éschatologique? Parce que j'ai lu ton livre, il y a une forte puissance de connaissance et d'ésotérisme et puis aussi pré-chrétien au niveau égyptien de la connaissance, tout ça là. Moi je souhaite... Oui, d'ailleurs, il y a même un passage où je rappelle, d'ailleurs c'est assez comique parce que j'ai été très très lourdement attaqué par les services secrets français, enfin pas tous, hein, il y a des gens admirables qui font vraiment leur boulot, et c'est l'immense majorité. J'ai été pris à partie par 2-3 pédocriminels qui travaillent au sein de la DGSI, dont Emmanuel Macron a les noms, et qui s'en sont pris jusqu'à mes enfants. C'est pour vous dire les traîtres et les lâches qu'ils sont. Et ces gens-là, ils ont voulu faire éteindre ma voix, ils ont mené 2 opérations lourdes, dont j'ai dû me défaire. Une opération qu'ils ont menée avec un Français, enfin je ne sais même pas s'il est français, mais en tout cas un garçon d'origine marocaine qui s'appelle Hicham Hamza, dit Panamza, qui passe son temps à traiter tout le monde de sioniste. Et il a voulu faire croire que j'étais un agent du Mossad, alors que oui, effectivement, moi, contrairement à lui et contrairement à beaucoup en France qui se prétendent pour palestiniens, moi j'ai rencontré des Palestiniens, j'ai très proche de Saber Rakat Personam qui est mort il y a 2 ans, j'ai des amis effectivement qui sont des généraux palestiniens, comme j'ai des amis qui sont au ministère des Affaires étrangères en Israël. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, et si je pourrais le refaire demain, je le ferais, j'ai permis à ce que des enfants palestiniens puissent se faire opérer dans des conditions plus que louables, dans des hôpitaux, et pour ça j'ai dû me battre et trouver personnellement des fonds privés, et je l'ai fait pendant des années sans que ça a eu à se savoir, mais ce salopard qui roule et pour les services français et qui est traité par le Mossad, ce fameux Hicham Hamza de Panamza, ce petit traître d'origine marocaine, puisque j'ai appelé le Maroc en demandant s'ils avaient des liens avec ce salopard. Les autorités marocaines m'ont répondu mot pour mot que c'était un kharraï. Un kharraï, ça veut dire quelqu'un qui... Enfin, c'est Lali, quoi. C'est un merdeux, mais au sens littéral presque du terme. J'ai appelé les autorités algériennes, puisque on constate que 95% des Français musulmans qui traitent de sionistes et d'agents du Mossad sont d'origine algérienne. Apparemment, il a un tropisme pervers, ce garçon, qui n'échappera à personne. Les autorités algériennes étaient largement faites, vous imaginez bien, de sa propension à s'en prendre majoritairement à des Algériens. D'ailleurs, il est qui, lui, ce garçon, hein? Il a travaillé à Bakchiche. Bakchiche, c'est quoi comme référence sur le plan journalistique? Et il a fait de l'entrisme à Houma pour renseigner les services secrets français. Et israéliens, j'insiste,
Parce que quand j'ai appelé après mes amis palestiniens, ils m'ont dit que c'était laïc, ce genre de personne, parce que il n'avait même jamais rencontré un Palestinien. Donc comment il peut faire autorité et dire ce qui est le bon et le mauvais français musulman dans cette question-là? Et quand j'ai appelé mes amis israéliens, parce que moi, quand on me cherche, on me trouve, ils m'ont dit, c'est notre idiot utile. Oh, j'ai compris qu'il avait été traité par eux. Et donc ce salopard, je l'invite à porter plainte contre moi si je mens. D'ailleurs, il a inventé de toutes pièces qu'il avait été empoisonné par le Mossad. Si c'est un garçon qui a une once de courage, qu'il présente son rapport toxicologique publiquement, bien sûr il ne l'a pas, donc il a menti à la majorité des musulmans de France à qui réclament sans arrêt de l'argent. Et je peux vous dire que, comme il est lâché actuellement, il a été mis en examen il n'y a pas très longtemps, suite à une plainte de Bernard Cazeneuve, ancien ministre de l'Intérieur, parce qu'il avait dit un paquet de bêtises contre lui, et il avait été aussi traité de débile par un ancien préfet qui est mort il n'y a pas longtemps. Il est allé jusqu'à récemment dire de Youssef Indy, qui est quand même un garçon qui ne fait que traiter de l'eschatologie juive et des ouvrages sur le sionisme, que c'était aussi un agent du Mossad et un pro-sioniste. Donc, l'opération Hicham Hamza n'a pas marché, malheur à eux, mais je suis le premier en France à établir la vérité sur... Et d'ailleurs, la dernière fois que je l'ai fait, le lendemain, il a fait un papier en disant « Morad El Hattab m'a menacé de mort ». Non, je rectifie, j'ai dit, et je le répète, que maintenant que tu servais à rien, parce que tu étais juste un torche-cul, et je suis très poli, eh ben, ils n'ont plus besoin de toi, et ils vont se débarrasser de toi. Le moment venu, et bien sûr. Bien même. Et la deuxième opération qu'ils sont tentés de mener, c'est avec la belle-fille de la propriétaire du lieu où je réside pour l'instant, mais qui va rentrer dans l'optique d'une vente, donc je vais quitter bientôt le lieu où je vis pour l'instant, et qui a écrit n'importe quoi sur Twitter, Internet, en disant que, soi-disant, j'avais pris 300 000 € sur 17 ans, enfin des immondices incroyables, et j'ai appelé la famille en disant « mais c'est quoi ces conneries ?» Et effectivement, j'ai découvert par le comptable et par la famille de la propriétaire qu'elle n'était même plus mariée avec le fils de la propriétaire, donc elle n'avait aucun lien juridique avec le client. Donc j'ai le rendu public, j'ai découvert aussi qu'elle appartenait à une secte, mais ce qui était très intéressant, c'est que dans la dissidence, les gens qui voulaient ma peau, les jaloux, les merdeux, ils commençaient à prospérer là-dessus en disant « Oui, mais attention, Morad, sioniste, ton appartement, il est là, mais il devrait peut-être pas être là. » Sauf que vous avez affaire à un roc, à un homme qui a une colonne vertébrale, à un homme... Comme je l'ai dit que je suis l'invisible. qui travaille en toute transparence. Moi, je n'ai jamais rien caché. Je dis les choses. Et si, regardez bien une chose. Quel est le seul opposant aujourd'hui, officiel, à Emmanuel Macron dans les faits? Non, il n'y a personne. Si, il est en face de vous. Et je vais vous dire pourquoi. Ah oui, effectivement, dites-moi tout. Parce qu'aujourd'hui, je suis le seul en France Dites-nous tout, à pouvoir dire publiquement qu'Emmanuel Macron a triché aux dernières élections présidentielles. Et vous savez pourquoi? Non, dites-nous. Parce que j'ai saisi dans un premier temps le Conseil constitutionnel en raison de la fraude aux élections présidentielles. Comme le Conseil constitutionnel ne m'a pas répondu, j'ai saisi, et je suis le seul en France à avoir saisi, la Cour européenne des droits de l'homme pour faire valoir le droit de tous les Français, pas pour moi, pas pour ma gloriole, pas pour mon ego, c'est pour faire valoir le droit des Français à pouvoir bénéficier du recours effectif en cas de fraude. Parce qu'on se dit un État démocratique, mais si aujourd'hui vous constatez une fraude dans le cadre d'une élection, vous n'avez pas potentialité à faire un recours. Vous savez, dans le droit français, ce qui est assez comique, on vous dit en tant que citoyen, si vous voulez contester une élection, vous le faites le soir même. C'est-à-dire avant les résultats. C'est-à-dire, effectivement, c'est tellement logique, c'est sûr qu'avant les résultats, on va deviner qu'il y a fraude. Donc le truc, c'est que l'article 13 a été violé. Il y a une jurisprudence qui s'est faite en Belgique. Moi, je reste confiant. Nous avons apporté énormément d'éléments concernant les machines de vote électroniques basées dans l'État de Washington, aux États-Unis. Et ce sont les mêmes machines qui ont servi aux fraudes électorales aux États-Unis, en France, et là, récemment au Brésil. Et donc, je ne lâcherai pas. Et je suis aujourd'hui, officiellement, le seul opposant à Emmanuel Macron, car je suis le seul à pouvoir dire publiquement
que je contexte son élection présidentielle. Et vous comprenez que notre mouvement... Au fait, parlez-nous de l'alliance, de cette alliance-là. Notre mouvement va être le seul Mhm. mouvement Mhm. politique Mhm. qui se fonde sur le fait qu'on peut se substituer et on peut même jusqu'à aller à demander sa destitution, car nous sommes les seuls à porter une réalité concrète qui est la fraude des élections présidentielles. Emmanuel Macron a été élu par une fraude massive où les résultats ont été détournés suite à une opération informatique et nous avons apporté tous les éléments et en droit et logistique à la Cour européenne des droits de l'homme qui statuera prochainement pour savoir si notre dossier est admissible ou pas. Je suis très confiant. C'est pas une petite opération. Ça a été des mois de travail et on a été tenu par les délais puisque nous avons déposé, j'ai signé de ma main D'accord. la saisine de la CEDH le 27 août dernier, puisque nous avions jusqu'au 29 août. Donc, aujourd'hui, l'élection française présidentielle est pendante à la décision. Et c'est nous, l'Alliance pour la France, qui défendons concrètement et réellement le droit des Français à être représentés par quelqu'un de réellement élu. Et je vais vous dire une chose. Dans notre programme que nous sommes en train d'étayer, qui va être un programme de plus haut niveau, l'homme que vous avez en face de vous est capable de répondre à 150 questions régaliennes. Donc il faut être dans une posture d'État. Eh bien, nous serons les seuls à proposer, parce que nous allons créer des contre-pouvoirs, nous serons les seuls à proposer à ce qu'une élection devienne effective lorsque celui qui sera élu aura 50% des électeurs inscrits. Est-ce que vous savez comme moi que la majorité des maires des grandes villes en France aujourd'hui, Anne Hidalgo en tête, donc c'est pour ça que je l'invite à devenir beaucoup plus modeste, ont été élus qu'avec 20% des inscrits. Oui. Comment vous pouvez être à la tête de la plus grande ville de France et des plus grandes villes de France quand il y a 80% des gens qui ont une carte d'électeur en poche qui n'ont pas voté pour vous? Donc nous sommes dans une crise démocratique majeure en France, où la France aujourd'hui est étudiée à travers des plus grandes universités internationales pour deux motifs qui sont d'ailleurs bien tristes. Un, nous avons ce pouvoir à briser dans le sang une contestation populaire de premier plan qui a été la crise des Gilets jaunes, avec l'aide de l'institution judiciaire, puisque nous avons eu un nombre de gardes à vue hallucinant, un nombre de condamnations inconscientes, mais nous avons eu aussi des morts. Je veux rendre hommage à cette femme, paix en son âme, d'origine algérienne, aujourd'hui je crois enterrée en Algérie, dont la famille se bat encore pour faire valoir sa dignité dans la mort, puisqu'il faut savoir que sans l'aide d'une équipe médicale algérienne qui a refait l'autopsie et qui a effectivement fait état qu'elle était réellement morte par ce tir de flashball, les autorités françaises, sous la coupe et la houlette de Castaner, le kéké, qui passait son temps à fricoter avec des jeunes femmes en boîte de nuit lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Oui, on a vu ça, on a vu des vidéos qui ce type-là a fait un rap. Ce type-là, manifestement, la famille va le poursuivre. La famille va le poursuivre par rapport à l'établissement du rapport d'autopsie qui a été fait pour disculper les autorités, les forces de police en question. Et je tiens à rendre hommage donc à Zineb Redouane, paix à son âme, prions pour son âme et prions pour la vérité. Et moi je peux vous assurer d'une chose, nous pouvons prendre le pouvoir. Aujourd'hui il y a 30 millions d'électeurs sur 44 qui ne votent plus. Les Français sont plus à regarder la couleur de peau, à la religion des gens. Les Français aujourd'hui sont à deux doigts de vivre une crise et une récession qui existe déjà sans précédent. Les prix ont augmenté alors on nous parle d'une inflation à 9,5%. Non, mais l'inflation il y a 13%. Ouais, mais moi je peux vous dire qu'on va monter jusqu'à 25%. Et donc ce qui va se passer, vous avez déjà 9000 entreprises françaises qui viennent de mettre la clé sous la porte. Qu'aujourd'hui nos boulangers vont bientôt fermer parce que leur crise énergétique, la facture d'énergie est passée de 3 000 à 9 000 euros, sans parler des restaurateurs. Il y a tout un pan de l'économie française là qui va être à genoux. Je sais. Et qu'est-ce qu'on est en train de nous vendre à la télévision, chez les mainstream, parce qu'on ne veut pas que la France redevienne une puissance? L'immigré.
Et ils veulent faire couler la France comme ils ont fait couler aussi l'Argentine. Ça, c'est... Bravo. Ça, c'est on est un exactement dans un cas de figure qui est à peu près similaire, sauf que nous avons quand même des ressources beaucoup plus importantes qui nous permettraient de nous relancer. Mais je veux dire aux gens qui nous écoutent, vous aurez une véritable représentation. Et l'homme qui vous parle, d'ailleurs je vais vous poser une question, est-ce que vous savez quel est l'auteur français qui a écrit le plus grand nombre de livres sur la crise financière de 2008 à 2013 ? C'est pas Monsieur Cochon, comment il s'appelle, Cochon, quelque chose. Ah, vous pensez à Monsieur Lordon ? Oui, oui. Ou vous pensez à Monsieur le patron de Lorenzi, qui est le patron du cercle économique ? Effectivement, ils ont écrit pas mal de bouquins. Oui. Donc, celui qui a écrit le plus grand nombre de livres sur la crise économique de 2008 à 2013, vous l'avez en face de vous et il est votre invité sur ce plateau. Donc, voilà. je peux vous assurer d'une chose. Voilà, chers auditeurs, vous y êtes. Non, mais ce qui est très important, c'est pourquoi les médias mainstream, à part à l'époque Frédéric Tadei. En plus, je me permets aussi de dire que notre invité moral est l'acteur et conseiller, expert en investissement stratégique. C'est aussi un vrai patriote français que je vous invite à acheter. Donc pourquoi je vous dis ça ? Parce que, regardez la vérité, tout le monde souffre de la crise. Tout le monde. Mais il y a une seule question que vous devez vous poser. La France est un pays riche, et je vous dis, dans les faits. C'est-à-dire, vous prenez les chiffres de la Banque mondiale, nous sommes la 7e puissance économique dans le monde. Attendez, il y a 192 pays dans le monde, on est 7e. C'est comme si dans le classement de la Ligue 1, on est qualifié pour la Ligue des Champions. Bien sûr. Chaque année. Bon. Bien sûr. Alors vous allez m'expliquer qu'on est qualifié pour la Ligue des Champions et nos joueurs de foot joueraient sans crampons. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on est une puissance financière, enfin une puissance économique majeure, on est la 3e puissance économique d'Europe, et comment ça se fait qu'il y a autant de pauvres ? Comment ça se fait qu'on est en train de créer de la famine au sein de l'abondance ? Ça veut dire que c'est un pays. Les derniers chiffres, je les ai étudiés et analysés. Je suis prêt à défier, et là, publiquement, Bruno Le Maire. Bon, parce qu'en tant que chef de parti, je veux montrer l'exemple. Et nous, la force de l'Alliance pour la France, c'est que chaque femme et chaque homme que j'ai rencontré, ce sont des femmes et des hommes admirables, et je tiens à leur rendre hommage parce que sans eux, je ne serais rien. Et nous sommes d'abord un collectif. Et moi, j'ai plaisir à travailler avec eux, parce que moi, j'ai plaisir à déléguer. J'ai plaisir à leur faire confiance. Effectivement, je tranche. Parce que c'est aussi le rôle du pouvoir. Le rôle du pouvoir, c'est de prévoir. Et nous avons, mais tout a déjà été pratiquement écrit sur ce qu'il faut réellement faire. Mais aujourd'hui, nous avons une force vive et il n'y a aucune raison à ce qu'elle soit éteinte. Je vais m'appuyer sur 3 éléments majeurs. Nous avons tout à l'heure, si la France marche mal, je vais vous dire pourquoi. Nous sommes aujourd'hui dans un État qui est devenu un État dans les mains de la subversion. Est-ce que vous savez qui est la première personne qui est venue rencontrer Emmanuel Macron lorsque Emmanuel Macron a été président de la République en 2017. Est-ce que vous savez quelle est la première personne ? D'ailleurs, il n'a pas attendu d'être convoqué, il s'est invité pour rappeler au petit spéculateur financier qu'est Emmanuel Macron les ordres. Est-ce que vous savez qui c'est ? Non. C'est le patron de BlackRock. Le patron de BlackRock est venu des États-Unis avec une délégation. C'est le premier fonds mondial d'investissement. C'est plus riche qu'un État. Ils sont venus, d'ailleurs ils se sont invités, et ils ont dit écoute petit, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Nous arrivons. Et nous allons proposer quelque chose qui n'est pas de rentrer dans la Constitution comme Mélenchon, le changement de genre. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler que je crois que c'est déjà remboursé par la Sécu. Si les gens savent ça, ils vont être horrifiés, mais je préfère leur faire savoir. Un truc qui est très important. Nous, l'Alliance pour la France, on a un maître mot. Rendre à la France sa grandeur. D'accord ? Nous ne sommes pas dupes sur la force christique qu'est la France, et la France n'a jamais été judéo-chrétienne. La France est égypto-héléno-romano-chrétienne. C'est vrai. Et nous, musulmans, aussi, dans notre structure, dans notre mouvement, il y a des Français de confession musulmane, il y a aussi des athées, et j'ai aucun problème avec ça, je tiens à le dire, et qui d'ailleurs sont très favorables à l'alliance islamo-chrétienne. C'est assez comique d'ailleurs, parce qu'ils ont compris le rôle eschatologique de la France. Effectivement, c'est ça que nous rendrons à la France sa grandeur et cosmique et sa grandeur économique.
je vais vous dire un truc. On parlait de souveraineté. Pourquoi l'Italie est riche? Pourquoi le Japon, avec des taux d'inflation de plus de 200%, n'est pas par terre? Parce que la dette des Japonais appartient aux Japonais. Parce que la dette des Italiens appartient aux Italiens. Et nous, quand la gauche racialiste a pris le pouvoir, Mais les fonds de pension américains sont venus nous envahir. à 2 reprises, qui a vendu notre dette, une partie de notre dette sur les marchés? Et ça a été fait par le même homme, qui s'appelait d'ailleurs un homme très discret, dont on parle très peu d'ailleurs, mais qui a été à chaque fois au budget lorsque la vente a été opérée. Une fois il a été sous Jospin et après il a été sous Hollande, c'est monsieur Michel Sapin. Et une partie de notre dette, qui l'a rachetée? Eh bien, vous prendrez, regardez, j'ai regardé ça de très près, c'est BlackRock et autres, et vous allez sourire. Aujourd'hui, de ce qui ressort de l'imposition des sociétés du CAC 40. Le premier bénéficiaire, et c'est normal, de l'argent octroyé par ces structures financières, c'est la France. Je crois à hauteur de 12 milliards. Vous savez quel est le deuxième? Non. BlackRock. Mais voilà, Donc, je dis publiquement que la première chose que nous, l'Alliance pour la France, nous allons aussi opérer pour retrouver notre stabilité économique, c'est de récupérer nos dettes françaises. Nous payerons le prix qu'il faut pour racheter notre dette. Ça, c'est le vrai gaullisme, ce que la France a fait au grand large. Mais c'est plus que le gaullisme. Nous vous payerons votre dette, mais la France gardera sa souveraineté. C'est plus que le gaullisme, c'est le souverainisme qui existait déjà à l'époque de Saint-Louis, qui avait foutu à la porte, parce que je vous dis, la Banque d'Angleterre, c'est 1694, qu'elle a été mise sous cloche par les puissances financières. Mais la France doit retrouver sa souveraineté économique aussi parce qu'elle passe par... Et puis un truc qui est quand même incroyable, moi j'ai regardé les chiffres. L'immigration. Moi, nous serons favorables, nous, et on va mettre en œuvre une immigration contrôlée parce que c'est une réalité. D'accord? Et puis, nous favoriserons aussi, par ailleurs, la possibilité, parce qu'il y a un chiffre horrible qui vient de tomber, c'est que la France a subi là, malgré ses immigrés, une baisse de sa natalité. Donc, ça veut dire que c'est une baisse démographique conséquente sur le plan économique. Et d'ailleurs, la Russie a le même problème. C'est-à-dire que Poutine, la Russie est le plus grand État du monde, et ils ne sont, malheureusement, que je crois 360 millions d'habitants, enfin à peu près comme aux États-Unis, voire moins.